Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un thème qui m'a valu quelques sueurs froides mais qui je pense est toujours très intéressant à aborder, devenir propriétaire. Je vais te partager dans cette vidéo tout simplement le déroulement d'un processus d'achat immobilier mais surtout tous mes conseils pour pouvoir faire en sorte que ce processus se passe au mieux. Bien évidemment étant donné que j'ai acheté en Allemagne, je vais également parler de mon ressenti d'acheteur en tant qu'étranger parce que bon, ça a beau être le pays dans lequel je vis, je suis quand même considérée comme une étrangère et pour moi c'est des processus qui parfois sont bien différents de la Belgique. Malgré cela, je pense que la plupart des conseils que je vais donner dans cette vidéo peuvent s'appliquer que tu sois en France, en Belgique ou en Allemagne. Donc n'hésite pas à regarder la suite de cette vidéo pour en savoir plus. Donc rentrons sans plus attendre dans le vif du sujet. Pour moi, la première chose à faire lors d'un achat immobilier, c'est d'appeler ta banque. C'est assez marrant parce que forcément, j'ai fait ce processus d'achat en parallèle avec des amis ou de la famille qui également, eux, achetaient une maison ou un appartement et on n'était pas forcément toujours d'accord sur la manière de voir les choses. Et c'est marrant parce qu'au final, quand j'ai dit que la première chose que j'avais fait, c'était d'appeler la banque, beaucoup m'ont regardé en mode mais pourquoi faire? Et ce qui est marrant, c'est que moi, ma réaction quand ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas encore contacté la banque, c'était plutôt mais vous êtes fous. Donc voilà, c'était quand même assez drôle de voir que à un moment, je me suis dit ok, c'est peut-être moi qui ne suis pas normale, mais je pense quand même que ça reste extrêmement important et justement je vais te prouver par A plus B que pour moi c'est la première chose qu'il faut faire et que c'est hyper important de contacter sa banque. Dans le cas de ma famille et de mes amis, ça s'est bien passé, mais j'ai également eu des retours d'expérience qui n'étaient pas forcément très positifs. Justement de personnes qui n'ont pas pris la peine de contacter leur banque avant de faire une offre et qui au final se sont vues refuser leur crédit et qui donc du coup ont dû passer à côté de la maison ou de l'appartement de leur rêve. En ce qui me concerne, j'avais vraiment besoin d'avoir plus d'informations sur le système bancaire, surtout parce que je suis étrangère, j'achète à l'étranger, donc pour moi il me fallait absolument être rassurée sur les différents processus et pouvoir être sûre que je puisse acheter en tant qu'étrangère en Allemagne. Donc pour moi c'était vraiment invraisemblable de commencer ce processus sans appeler la banque. Et quand bien même tu achèterais encore dans ton propre pays, selon moi il faut absolument le faire pour plusieurs raisons, notamment parce que faire une recherche d'appartement ça te demande énormément de temps, énormément de compromis, ça te demande énormément d'implication émotionnelle pour au final, au dernier moment, lorsque tu fais une offre, apprendre de la banque que ton crédit est refusé, c'est quand même pas très cool. Donc si tu as déjà contacté la banque et que tu sais quel montant tu es capable d'emprunter, tu te rassures déjà en te disant ok, ce que je cherche est dans mon budget et je serai capable de pouvoir avoir un emprunt. En plus, en ce qui concerne l'Allemagne, pour la plupart des processus d'achat immobilier, il est nécessaire d'avoir une promesse d'emprunt. Une promesse d'emprunt, c'est tout simplement un document que la banque te fournit avec le montant total que tu peux emprunter et ce document, tu peux en avoir besoin pour les propriétaires ou pour l'agence immobilière parce que certains refusent les visites si elles n'ont pas au moins cette garantie. Parce que si ces gens doivent débuter un processus sans même savoir si la personne est capable d'acheter, ça fait perdre du temps à tout le monde et c'est pas très cool. Et pour pouvoir avoir cette promesse d'emprunt, il a tout simplement fallu que je donne mes extraits de compte, donc tout simplement l'argent que je possédais déjà et que j'étais prête à investir en tant que capital propre, mais également mes fiches de salaire. Je sais que ce document en Belgique et en France vraisemblablement ne sont pas obligatoires lors des achats immobiliers, mais encore une fois, si vous voulez vous éviter des problèmes ou des faux espoirs, c'est toujours mieux de savoir combien est-ce que vous pouvez emprunter, mais aussi quelle est votre mensualité. C'était vraiment l'un de nos projets d'acheter, je sais bien que tout le monde n'a pas envie d'acheter et c'est tout à fait ok, en tout cas nous c'était vraiment un projet de vie qu'on avait envie d'accomplir, mais pour autant même si je comptais vraiment devenir propriétaire et d'avoir mon chez moi, j'avais pas forcément envie de mettre ma vie entre parenthèses pour l'appartement qu'on allait acheter. Donc pour moi c'était hyper important que je sache quelle était la mensualité que j'allais devoir payer chaque mois pour être sûre et certaine que je me mettais pas la corde au cou. C'est également hyper important de savoir le montant que vous pouvez emprunter pour éviter quelques problèmes de frais d'agence immobilière dans le cas où l'emprunt est refusé. Je vais donner un exemple qui m'a été donné plusieurs fois en Belgique et qui vraisemblablement est toujours d'actualité aujourd'hui, mais il faut savoir que certaines agences immobilières, dans leur contrat, au moment où vous faites une offre, mettent une petite clause qui stipule que dans le cas où vous faites une offre et que votre emprunt est refusé ou que vous ne payez pas ou peu importe, vous devez quand même payer 10% du montant du bien immobilier pour lequel vous avez fait une offre. Donc je vous invite toujours à lire les petites lettres du contrat pour être sûr et certain qu'on ne vous roule pas dans la farine et surtout que vous n'avez pas des frais à payer dans le cas où on voit votre emprunt se faire refuser. Concernant la mensualité, en parallèle de cette demande à la banque, je vous invite également à faire un calcul de votre budget. Je suis du genre assez stressée financièrement parlant et pour moi c'était vraiment important de savoir combien j'allais devoir dépenser par mois pour cette mensualité et savoir si j'allais pouvoir encore mettre de l'argent de côté malgré l'achat de l'appartement. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement réalisé un tableau Excel dans lequel j'ai listé toutes mes dépenses sur un an. J'ai pris mon compte en banque, j'ai remonté tous les paiements et j'ai tout simplement ajouté ça dans différentes cases. L'assurance, la pilule, les lentilles, les frais de dentiste, peu importe, enfin bref, tous les types de frais
que tu peux avoir dans ta vie de tous les jours et sur une année pour savoir combien est-ce qu'on dépensait et combien également d'argent on gagnait pour pouvoir faire la différence et savoir si c'était faisable financièrement parlant sans devoir se mettre dans une situation difficile. Encore une fois, c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps, mais je vous invite vraiment à le faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent et au final se retrouvent un petit peu embêtés avec leurs finances et ce serait quand même un petit peu dommage. Avoir acheté sa maison, c'est le projet de beaucoup de gens, mais c'est vrai qu'il ne faut pas forcément faire passer ça au premier plan et arrêter de vivre sur le côté. Je pense qu'il y a quand même une certaine balance à avoir, en tout cas en ce qui me concerne, je pense. Et en ce qui concerne le processus de crédit et comment ça fonctionne les crédits en Allemagne, je vais en parler plus en détail, mais plutôt vers la fin de cette vidéo parce que j'ai d'autres choses importantes à dire avant. Ensuite, une fois toutes ces informations financières entre les mains, j'ai tout simplement pu commencer mes recherches. En parallèle de mes recherches, j'ai également construit une liste qui prend la forme de 3 colonnes dans lesquelles j'ai mis un petit peu tout ce que je recherchais et tout ce que je ne voulais pas dans cet appartement ou dans cette maison. Une colonne no-go, donc en fait c'était toutes les conditions qui faisaient que on abandonnait la mission. Ensuite, on avait une deuxième colonne qui était à avoir absolument, mais sur lequel on était prêt à faire des concessions si au final tout le reste était ok. Ensuite, on avait une troisième colonne avec tout ce qui était nice to have mais pas obligatoire. Pour vous donner des exemples, dans le no-go on avait les travaux. Pour nous c'était inconcevable de faire des trop gros travaux. On était prêt à faire des travaux, mais des travaux qu'on pouvait faire nous-mêmes ou tout du moins qu'on pouvait faire avec des proches qui nous demandaient pas trop de temps, et on voulait surtout un logement qui était habitable tout de suite. Ensuite, dans tout ce qui était obligatoire mais sur lequel on était prêt à faire certaines concessions, on avait par exemple la distance au niveau de Francfort. On était prêt à faire encore un tout petit peu plus de route si vraiment on avait un bien coup de cœur qui remplissait toutes les autres conditions sauf celle-ci. Et ensuite dans les nice to have, on avait par exemple le fait d'avoir la possibilité d'avoir un poêle au bois ou encore d'avoir une possibilité d'avoir une salle de sport, enfin bref ce genre de choses. C'est cool à avoir, ça pouvait peser un tout petit peu dans la balance mais c'était pas ça qui était vraiment déterminant dans l'achat de cet appartement. En ce qui me concerne, cette liste elle a changé au fur et à mesure de nos recherches parce que forcément en visitant des appartements, en lisant des annonces, il y a des choses auxquelles je n'avais pas pensé qui au final devenaient évidentes, donc du coup je les ai ajoutées dans la liste. Il y a aussi des choses qui je pensais étaient vraiment obligatoires à avoir et puis au fur et à mesure des visites je me suis rendu compte que c'était pas forcément nécessaire. Et donc cette liste, n'hésitez pas à la réécrire, à la corriger parce que je pense qu'au fur et à mesure de ton expérience aussi, parce que c'est quand même un processus qui est nouveau pour beaucoup, on comprend aussi sur quoi il faut vraiment se focaliser et ce sur quoi c'est pas très grave si ça fonctionne pas. Pour les recherches, en ce qui me concerne, je suis passée uniquement sur internet. En Allemagne, ils sont pas du genre à mettre des petits panneaux à maison à vendre, etc. Donc c'est pas en se baladant dans mon village que je pouvais trouver des maisons. Donc internet est ton meilleur ami. J'ai utilisé les sites immobile.de et également Imoscout24. Ce qui est bien aussi, c'est que sur ces sites internet, généralement, on a un petit graphique des coûts total avec les graphiques par exemple du prix au mètre carré pour savoir si la maison est plus chère que la moyenne ou pas. Je trouve ça grandement intéressant. Après, ce qui est vraiment surtout intéressant, c'est tout simplement de faire tes propres recherches, de faire tes visites, de parler avec le propriétaire ou l'agent immobilier, parce que c'est toujours bien d'enjoliver dans l'annonce et puis une fois que t'es sur place, tu te rends compte qu'il y a quand même pas mal de mensonges. Ensuite, quand tu as fait ta petite liste d'appartements qui te plaît, il va falloir passer aux visites. Faire les visites, ça va te permettre déjà d'étoffer un petit peu ta liste de ce que je veux, ce que je ne veux pas. En tout cas, nous, il y a des choses auxquelles on n'avait pas du tout pensé et en faisant les visites, on s'était dit genre en fait, ce serait quand même intéressant de le noter. Ça te permet aussi de savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, quel est le style vers lequel tu te diriges, d'avoir un premier contact avec les propriétaires, les agences immobilières, de glaner quelques informations par-ci par-là et de voir au final si tout ce que tu avais mis sur papier est réalisable ou non. N'hésite pas aussi à faire des visites d'appartements ou de maisons qui sur le papier te plaisent pas trop, mais franchement au final quand tu es sur place parfois tu peux avoir un véritable coup de cœur. En tout cas en ce qui me concerne ça a été le cas pour cet appartement. On faisait les recherches à deux, donc moi je faisais les recherches de mon côté et mon conjoint faisait les recherches de son côté et il est tombé sur l'annonce de cet appartement dans lequel nous sommes aujourd'hui et sur le coup je l'avais vu cette annonce mais je l'avais pas retenue parce que pour moi je sais pas, elle me parlait pas, les photos me plaisaient pas et lui il était vraiment hyper emballé donc du coup il m'a tout simplement dit allez viens on visite, de toute façon ça nous engage à rien. Et au final au bout de 5 minutes dans cet appartement on savait déjà qu'on voulait acheter et ça a été un véritable coup de cœur donc j'aurais pu passer à côté de ce magnifique appartement si je n'avais pas écouté mon conjoint, donc comme quoi il faut toujours avoir un petit peu plus d'ouverture d'esprit ou de patience avec les recherches. Pour moi c'est hyper important de faire le plus de recherches possible, ça te permet de savoir ce sur quoi il faut faire attention, les questions qu'il faut poser, de comparer aussi différents biens et de pouvoir étoffer ta liste. C'est aussi hyper important d'avoir une liste de toutes les questions qu'il faut poser au propriétaire et à l'agent immobilier lors des visites.
Une fois que tu as fait cette visite, que tu as ton coup de cœur pour l'appartement, pour la maison et que tu sais c'est celui-là, il est important de faire une contre-visite. Entre-temps, tu peux également demander à l'agence immobilière ou au propriétaire de réserver l'appartement ou la maison. La réservation, ça te permet tout simplement de geler tous les autres processus qui sont autour de cet appartement et de faire en sorte que plus personne ne puisse faire d'offres et plus personne ne puisse visiter l'appartement. Nous, c'est quelque chose qu'on a décidé de faire parce que on avait besoin de faire une contre-visite, on avait besoin de mettre tout ça sur papier, de réfléchir à notre offre, de réfléchir à nos arguments, et le fait de pouvoir geler tous les processus pendant 2 semaines, ça nous a quand même fait gagner énormément de temps. Et ça nous a évité aussi un petit peu de stress, l'air de rien. L'agent immobilier nous a donné un contrat, donc un contrat de réservation. Ce contrat stipule toutes les conditions de la réservation et le montant que vous devez payer pour la réservation. Je vous assure, ce montant est déduit des frais d'agence, c'est-à-dire que si vous payez par exemple 2000 €, ce qui était notre cas, il nous a ensuite déduit ça de sa facture de frais d'agence. Nous avons bien évidemment fait ajouter une clause dans ce contrat par écrit et vérifié par un avocat pour être sûr et certain que si on n'achetait pas l'appartement ou si je ne sais pas pourquoi l'emprunt nous serait refusé, que au final cet argent nous revienne parce qu'il n'y avait pas de processus qui avait été enclenché. Cette petite clause, l'agent immobilier l'a acceptée et donc du coup on était sûr de pouvoir récupérer notre argent, et je vous invite encore une fois vraiment à toujours lire les petites lettres du contrat, et si ça ne vous va pas, de faire modifier le contrat. On peut toujours faire des modifications écrites, toujours. Ensuite on a fait la contre-visite, et la contre-visite c'est hyper important de faire venir des gens qui s'y connaissent. Bien évidemment, en bonne fille à papa, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé à l'aide au padré. J'ai énormément de choses d'avoir un paternel qui travaille justement dans le domaine du bâtiment, etc. Donc du coup, je savais que si je l'appelais, il serait capable de me donner de très très bons conseils et de me dire si cet appartement valait le coup d'être acheté ou non. Et j'ai véritablement bien fait de le faire parce que les agents immobiliers sont là pour vendre. Donc ils vont toujours te dire ah oui c'est extraordinaire, regardez ce système de chauffage est incroyable. Oui, mon père est arrivé, il a vu le système de chauffage, il m'a dit ça c'est de la merde, ça va pas durer dans le temps, il va falloir réinstaller un chauffage. Il m'a en fait expliqué tout ce sur quoi il fallait que je fasse attention, tout l'argent que j'allais devoir dépenser ou réinvestir ou réinjecter dans cet achat, et on va faire une offre au vendeur en fonction de tous les frais qu'on va devoir faire dans cet appartement. Bien évidemment après j'ai appelé également un professionnel allemand parce que bon mon père travaille en Belgique, il y a parfois des petites différences entre les législations françaises, belges et allemandes, donc du coup j'ai fait venir un professionnel allemand qui m'a dit exactement la même chose que mon père, voilà, donc au pire il dure 1 an, au mieux il en dure 3, mais il va quand même falloir le changer à long terme, et au final ces professionnels n'ont pas eu tort parce que mon chauffage a littéralement duré 1 an, voilà, je l'ai changé la semaine passée. Donc quand tu fais un achat, il faut savoir aussi tout ce qui peut arriver sur le côté, et faire cette contre-visite ça nous a permis de construire en fait une liste de tous nos arguments, de tout ce qu'il fallait faire comme travaux dans l'appartement et de combien ça allait coûter pour pouvoir négocier le prix de l'appartement à la baisse. Bien évidemment ça va dépendre de votre marché, là je vais parler vite fait du marché allemand, mais il faut savoir que le marché immobilier parfois c'est véritablement un marché de requins. Certaines personnes sont prêtes à enchérir à la hausse pour pouvoir avoir un bien s'il est jugé d'exception. Ça va dépendre un petit peu du marché et de où vous êtes situé. En ce qui nous concerne, on a quand même tenté le coup de poker, on a fourni cette liste et on a réfléchi un petit peu à notre offre. En Allemagne on dit qu'on peut généralement négocier le prix jusqu'à 10% à la baisse, et c'est ce que nous on a fait. Et le fait d'avoir fait justement cette liste avec tous les montants que on allait devoir sortir pour pouvoir réinvestir dans l'appartement, ça nous a aussi permis de faire un petit peu pression sur le propriétaire et de lui faire voir que n'importe quelle personne qui fera venir un professionnel demandera à ce que le prix soit baissé parce qu'il y avait des choses à faire. Notre offre a finalement été acceptée par le propriétaire, et à partir de ce moment-là, on a pu commencer réellement les tâches un petit peu fastidieuses au niveau administratif. En ce qui nous concerne en Allemagne, on a fait ça vraiment en parallèle, mais on a commencé les processus d'emprunt et les processus administratifs au niveau de la banque en même temps que les processus du contrat de vente et du notaire. La banque va vous demander de confirmer certaines choses comme par exemple votre identité, passeport, carte d'identité, vos fiches de salaire, vos crédits déjà existants si vous avez une maison, un appartement, une voiture, peu importe. Ils vont également vous demander vos comptes en banque ou des extraits de comptes en banque pour prouver quel montant vous avez déjà en votre possession. C'est aussi important de préciser qu'en Allemagne, il faut apporter un certain montant en cash par vous-même. Vous ne pouvez pas l'emprunter. Ce montant, en fonction des lenders, va entre 8 et 11%. Ce montant, il faut absolument que vous l'ayez en cash. Si vous l'avez pas en cash, de toute façon, la banque vous permettra pas de faire une promesse d'emprunt. Le processus, en tout cas au niveau de la banque, a été hyper facile. Franchement, je m'attendais à un truc hyper compliqué et au final, pas du tout. Au niveau de la rigueur allemande, je n'ai jamais été déçue, faut quand même avouer. ING m'a tout simplement envoyé un classeur gros comme ça avec toutes les explications, tous les contrats, il y avait des petits post-it sur là où il fallait que je signe. J'ai reçu une checklist entière avec des petits trucs à cocher pour chaque document, avec le titre du document, une explication sur qu'est-ce que c'est que ce document, où est-ce que je peux l'avoir, etc. Donc franchement c'était hyper simple, c'était un véritable jeu d'enfant. Ils m'ont fourni aussi toute une genre de fiche avec à chaque fois des petits icônes, step 1, step 2, step 3, avec les différentes étapes en fait
fait de ce processus d'achat, donc franchement ça a été hyper simple, ça a été hyper rapide, à ce niveau-là j'ai pas du tout à me plaindre. Le processus le plus long ça a été l'écriture du contrat parce que le propriétaire, enfin l'ancien propriétaire de cet appartement était le plus grand malandrin que j'ai jamais connu pour rester poli, donc voilà, c'est la seule et unique raison pour laquelle j'y suis dans le processus d'achat, c'est à cause de l'ancien propriétaire, c'est pas à cause du fait d'être étrangère ou d'acheter en Allemagne, non pas du tout, non ça c'était hyper simple. Il faut savoir d'ailleurs qu'un processus d'achat immobilier en Allemagne est très rapide. À partir du moment où l'offre est acceptée et au moment où vous emménagez, il peut se passer 1 mois de délai. C'est vraiment hyper rapide. En Allemagne, on n'a pas de compromis de vente, donc c'est-à-dire que généralement en Belgique, on signe un compromis quand l'offre a été acceptée. En Allemagne, pas du tout. À partir du moment où l'offre a été acceptée par écrit, ça suffit, et il n'y a que le contrat de vente qui va véritablement être écrit. En ce qui concerne le notaire en Allemagne, c'est l'acheteur qui choisit le notaire. Bon, le notaire de toute façon doit être impartial, hein, donc il défendra les deux parties. Le but, c'est que chacun puisse s'y retrouver, mais c'est toi qui choisis ton notaire. Donc ça, c'est tu fais ce que tu veux. Tu peux également te faire conseiller un notaire par l'agent immobilier. Le notaire nous a également demandé d'autres documents, il a fait également tout ce qui était contact avec la ville ou du moins la région de Francfort pour obtenir les documents tels que par exemple les extraits de cadastre, etc. En documents les plus importants qu'on nous a demandé, il y avait un document qui est les règles de copropriété qui s'appelle Teilungserklärung. On avait également le Grundbuchauszug qui est tout simplement un extrait du livre territorial. Le notaire a également fait les processus avec la banque, il a vérifié ta solvabilité, donc généralement c'est quelque chose qui de toute façon est vérifié en amont avec la banque, mais en Allemagne on a un document qui s'appelle le Schufa qui est tout simplement une attestation de ta solvabilité. Nous étant donné qu'on a fait une promesse d'emprunt, ce Schufa on n'en a pas eu besoin parce que s'il y a eu une promesse d'emprunt c'est à dire que ça a déjà été en amont vérifié, mais le notaire se charge également de revérifier ce genre de choses. Il écrit un contrat de vente qui généralement est en fait un modèle que tout le monde a et au fur et à mesure vous pouvez le corriger pour que certaines clauses apparaissent dans le contrat, ce qui entre nous a été très long parce que bon, le propriétaire était un con, et l'écriture de ce contrat il va assez vite, hein. Si vous avez un propriétaire pas trop problématique comme le nôtre, généralement ça mettra 1 à 2 semaines maximum, et ensuite à partir du moment où ce contrat est signé, il va également demander à la ville qu'elle change l'extrait cadastral pour que ce soit votre nom qui apparaisse, et ça va très vite, il faut faire attention. En ce qui concerne le processus d'emprunt, notre banque a mis 7 jours entre le moment où ils ont reçu tous les documents, l'analyse du document et le moment où on a reçu l'argent. Et concernant la ville et les changements d'extrait de cadastre, etc., ça a été fait dans les 10-15 jours, et encore il y avait du Covid, donc vraisemblablement ça a pris un petit peu plus de temps, mais encore une fois je trouve que ça a été assez vite. Mais une fois que les extraits ont été changés, qu'on a reçu le document officiel comme quoi nous étions propriétaires, nous avons pu tout simplement emménager. Je précise aussi quelque chose, mais il faut savoir que au moment de la signature du contrat, normalement votre notaire ne vous autorisera pas à signer si ce n'est pas le cas, mais les documents que j'ai cités au préalable et le bilan énergétique du bien, c'est hyper important. Aujourd'hui en Allemagne c'est obligatoire, donc si vous n'avez pas ce bilan énergétique et que la vente se poursuit, vous pouvez avoir une énorme amende. Donc vraiment, si vous n'avez pas le bilan énergétique, si vous n'avez pas la Teilungserklärung, si vous n'avez pas le Grundbuchauszug ou tout autre document qui est demandé par la banque ou par le notaire, il ne faut pas procéder à la signature du contrat. Vous pouvez vraiment avoir de très grosses amendes. Bon, normalement, si vous avez un notaire compétent, de toute façon, ils ne vous laisseront pas signer le contrat de vente sans ces documents. En tout cas, nous, ils ont bien fait attention à ce que tous les documents étaient fournis par papier et ils avaient une copie pour être sûr et certain que tout était en ordre et que tout était véridique. Mais vraiment, si vous devez prendre un notaire, prenez un notaire un minimum compétent et allez voir sur internet aussi quel genre de documents sont nécessaires pour l'achat d'un appartement en fonction des régions, en fonction des pays, ça peut changer, mais c'est vraiment important et dans certains cas, vous pouvez avoir des amendes si ce n'est pas le cas, donc vraiment faites attention. Quand vous achetez aussi, et si c'est une région que vous ne connaissez pas, je vous conseille quand même fortement de vous renseigner sur le quartier, sur les lieux, si c'est facilement accessible en transport en commun, en train, en bus, etc. Parce que parfois, on peut avoir une première impression du quartier qui est très bonne et au final, en parlant un petit peu avec les voisins, vous vous rendez compte qu'il y a pas mal de problèmes. Concernant les processus bancaire, comment ça fonctionne les emprunts en Allemagne. Il faut savoir que le processus de banque et de crédit est totalement à l'opposé de ce que je connaissais de la Belgique. En Belgique, c'est très courant d'avoir des gens qui font des emprunts sur 30 ou 35 ans, alors qu'en Allemagne, c'est très difficile de trouver des emprunts au-dessus de 20 ans. Vous pouvez facilement trouver 25, mais quand on s'est un petit peu renseigné sur des emprunts 25 ans, les taux d'intérêt étaient tellement hauts que franchement, je préférais encore me serrer la ceinture et le faire en 20 qu'en 25. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont quand même assez importantes à vérifier. Sur combien de temps vous pouvez étaler ce crédit, mais aussi surtout
tous les intérêts et toutes les conditions du crédit. Est-ce que c'est un crédit ballon? Est-ce que c'est un crédit normal? Est-ce que vous avez une garantie au niveau du taux d'intérêt? Donc après on a demandé plus d'informations, notamment sur les mensualités. Mon banquier a tout simplement fait une simulation avec nos extraits de compte, etc. Vous pouvez emprunter tel montant et faire votre emprunt en 10 ans. Alors sur le moment j'étais un petit peu effarée parce que j'étais là, non pas du tout, parce que si j'emprunte ce montant en 10 ans et je divise vite fait genre le montant par 10, ça ne va pas du tout, je peux pas rembourser autant par an. Et là le banquier m'a dit non mais votre calcul il est pas bon. En fait en Allemagne, la mensualité, c'est toi qui l'as choisi. En Belgique, généralement, quand tu fais un emprunt, la mensualité, on te l'impose. Elle est comme ça, et point. Alors qu'en Allemagne, en fait, bon, il y a une mensualité minimum qui est imposée, mais pour autant, tu peux la choisir. Je vais te donner un exemple un petit peu plus concret pour que tu comprennes. Par exemple, je compte emprunter 500 000 euros, disons, et ma mensualité minimum à rembourser, c'est 1000 euros pour 15 ans d'emprunt, par exemple. Et vous allez vous dire, oui, mais si tu fais 15 ans d'emprunt et que tu rembourses 1000 euros par mois, à la fin des 15 ans, tu l'as pas payé ton appartement. En effet, tu l'as pas payé. je confirme, hein, ces mensualités si basses ne te permettent pas de couvrir en fait en aussi peu de temps la totalité de ton emprunt. Et tu vas me dire, oui, mais alors quel est le but? C'est quoi la face cachée? C'est quoi l'anguille sous la roche? Genre, je comprends pas. Et je peux comprendre parce que même moi, quand j'expliquais ça à ma famille, mes proches, ils étaient en mode non, mais pas du tout, faut pas faire ça, il y a un problème, genre c'est louche ton histoire, faut pas le faire. Bon, bien évidemment, je me suis également renseignée auprès de mes proches en Allemagne, etc. Donc au final, ils m'ont dit bah non, c'est tout à fait normal, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, en Allemagne, les gens, comme je l'ai dit, sont prêts à mettre de grosses sommes en cash, même parfois à payer une maison ou un appartement en cash, ce qui signifie qu'au final, il n'y a pas trop d'argent qui reviennent dans les banques par rapport au crédit. Et donc du coup, bah sans crédit, pas de taux d'intérêt, et les banques sont pas très contentes. Pour pouvoir un petit peu redynamiser tout ça, les banques ont décidé de faire des crédits un petit peu plus flexibles que ce qu'on peut avoir en Belgique ou encore en France. Et tu vas me dire, en attendant, ça ne m'explique toujours pas comment est-ce que tu peux rembourser ton crédit en 15 ans si au final tu as une mensualité aussi petite. Et encore, parce que cette mensualité, tu peux encore l'avoir à la baisse dans le cas où par exemple tu as, je sais pas moi, un problème de santé, que tu perds ton emploi ou que tu perds ton emploi tout court, donc tu peux vraiment même descendre au minimum pour l'emprunt, donc ça reste quand même un système qui est assez sympathique, j'ai envie de dire, pour l'acheteur. Tu peux être vachement protégé et je trouve ça en tout cas sympa, surtout pour les jeunes qui veulent acheter et qui n'ont pas forcément énormément de cash sur eux. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, chez ING, nous avons un petit truc qui s'appelle le Sondertilgung. Le Sondertilgung, en fait, c'est tout simplement un pourcentage sur le montant total que nous devons à la banque que nous pouvons rembourser par an. Je préfère donner des exemples parce que je trouve ça beaucoup plus concret. Imaginons je rembourse 1000 euros par mois à la banque. Je n'aurais pas forcément remboursé mon emprunt en 15 ans, ça me paraît évident, surtout si j'ai emprunté 500 000 euros. Mais chaque année, je peux remettre un pourcentage à la banque pour pouvoir payer mon emprunt plus vite. Ce pourcentage, il va dépendre en fonction des banques, il va dépendre en fonction de ton emprunt. Généralement, c'est entre 7 et 14%, c'est un petit peu à toi à voir avec ta banque. Mais en tout cas, chaque année, par exemple, tu peux remettre 10% en cash sur cet emprunt pour pouvoir le rembourser plus vite. Au final, si tu fais le calcul, si à chaque fois tu remets 10% de la somme totale que tu dois à la banque pendant 15 ans, ben l'emprunt au final il est très vite remboursé. Et peut-être que tu auras même la chance qu'il soit remboursé plus tôt. Tout du moins, nous on a fait le calcul et si à chaque fois on met le montant maximum en cash chaque année qu'on est autorisé à mettre, ben notre emprunt on aura fini en 10 ans au lieu de 15. Bien évidemment, ce n'est pas une obligation, hein, ce montant tu n'es pas obligé de le mettre chaque année, ça reste vraiment propre à chacun. Nous, étant donné qu'on voulait pas se mettre la corde au cou au niveau de la mensualité, on a vraiment mis au plus bas et ensuite on s'était dit bah s'il nous reste de l'argent en fin d'année, on remettra tout simplement l'argent sur le compte en banque. Ça nous permettait aussi de prévoir un minimum les travaux qu'il y avait à faire dans cet appartement parce qu'on savait qu'on allait à nouveau devoir dépenser de l'argent et pour nous c'était important de continuer à mettre de l'argent de côté quand bien même on payait la mensualité tous les mois. Et tu vas me dire oui mais si ce montant je ne sais pas le mettre chaque année, si au final à la fin de l'emprunt je n'ai pas été capable de le rembourser en totalité, qu'est-ce que je fais? Bah tout simplement, soit tu apportes la somme en cash, je sais pas moi, tu as eu une grosse augmentation, tu as eu un gros bonus, tu as eu un héritage qui est tombé, et donc du coup tu disposes des 100 000 euros qui te restent pour pouvoir rembourser cet emprunt, bah tu peux directement rembourser les 100 000 euros en cash. La banque s'en fout à partir du moment où elle reçoit son argent. Si tu n'as malheureusement pas cet argent, alors là tu peux refaire un emprunt en 5, 6, 7, 8 ans, peu importe, avec le montant qui te reste à payer. Ce montant tu peux le faire dans la banque où tu es déjà, ou alors tu peux le refaire dans une autre banque, ça c'est un petit peu toi qui décides. C'est vrai que c'est quand même un petit peu un pari parce que tu sais pas forcément comment va évoluer le taux d'intérêt dans le futur, mais normalement si tu fais un emprunt en 3 à 6 ans, t'auras pas un taux d'intérêt aussi grand que si tu le fais en 20 ans. Donc beaucoup de gens disent en tout cas en Allemagne que c'est intéressant. Nous en tout cas on sait que normalement on pourra rembourser la totalité de notre emprunt dans les 15 ans, donc on se fait pas trop de soucis à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est à toi aussi à voir si c'est quelque chose que tu veux faire. Notre banquier par exemple nous avait conseillé de faire l'emprunt en 10 ans, on n'a pas voulu le faire parce que pour nous
voilà, on a voulu garder une petite sécurité entre guillemets et de se dire qu'on gardait en fait le même taux d'intérêt pendant 15 ans plutôt qu'après 10 ans devoir faire un emprunt en 5 si on n'était pas capable de le rembourser. Normalement on est capable de le rembourser, hein, le banquier ne le proposerait pas si ce n'était pas le cas, mais on sait jamais ce qui peut arriver, on sait jamais ce qui peut se passer, on sait jamais ce que tu auras comme travaux ou des problèmes de santé ou peu importe. Donc moi en tout cas j'ai préféré sécuriser et faire sur 15 plutôt que sur 10. Ça c'est toi qui décides, c'est toi qui as fait tes recherches, tu as fait ton petit tableau Excel, tu sais ce sur quoi il faut faire attention, tu sais ce sur quoi il va falloir dépenser de l'argent ou réinvestir dans ton bien, donc du coup techniquement tu n'as pas trop de questions à te poser. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas en Belgique et en France, qui m'ont dit que c'était extrêmement bizarre ce principe de crédit et qu'il fallait que je fasse hyper attention. Je vous rassure, j'ai lu toutes les petites lettres du contrat et je l'ai également demandé à des proches en Allemagne qui vérifient, donc je sais qu'il n'y a pas de stress, je sais que ça fonctionne comme ça et en tout cas, tout du moins en ce qui me concerne, ça fonctionne comme ça. Je pense que j'ai donné toutes les informations qui sont nécessaires pour pouvoir acheter un bien. Tous mes conseils en tout cas. Si tu as des questions supplémentaires sur l'achat d'un bien immobilier en Allemagne, n'hésite pas à le dire en commentaire ou à venir me voir sur Instagram, je serai ravie d'y répondre. Si tu es actuellement à la recherche d'un appartement, je te souhaite énormément de succès et de chance pour cette recherche, parce que je sais que parfois ça peut être extrêmement compliqué. Et en attendant, on se retrouve, je l'espère, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.